Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'International. Édition de ce samedi 22 avril, de l'an de grâce 2020, pas des moindres. Je dis, c'est quand même un privilège de l'avoir sur notre plateau. On l'a eu une ou deux fois en distanciel et aujourd'hui, il est là, comme on le dit trivialement, en chair et en os. Il s'agit du panafricaniste Privat Ngomor, depuis le Gabon. Privat Ngomor, rappelons-le à nos téléspectateurs, il est candidat à la présidentielle du Gabon 2023. Privat Ngomor, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur et un privilège d'être sur le plateau de For You Media. Je veux donc naturellement remercier la charmante princesse d'Indy Foot qui va donc m'interviewer aujourd'hui. Je veux remercier aussi mon frère Bachir Adam. Merci, et naturellement les brillants panélistes que je connais à travers les réseaux sociaux, mais que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui de visu, en chair et en os. Voilà. Hein, comme vous disiez tout à l'heure, Patient Parfum d'Homme, que je respecte beaucoup, et mon jeune frère, Jonathan Batenguene. Enfin, je remercie le peuple camerounais qui m'a reçu, car je suis dans un périple panafricain, dans le cadre de ma campagne présidentielle au Gabon. Et je reviens de Bamako, où je suis resté près de 10 jours. Et avant, j'étais en Côte d'Ivoire, où j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Laurent Koudou-Babo lors de la fête de la renaissance du PPACI. Je clôture donc cette tournée par le Cameroun et c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir le dire sur le plateau de For You Media. Merci encore. En 2-3 mots, puisque vous y êtes là, président Privat Ngomor, est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé avec justement le PPACI de Laurent Gbagbo et pourquoi pas les panafricanistes du Mali? Disons que ça s'est très bien passé. Très bien passé parce que en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'ai été invité à participer à la fête de la Renaissance par le président Laurent Koudou-Babo qui connaît mon existence, qui connaît le combat que je mène. Et au Gabon, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de créer le PPA-GA, qui sera connecté avec le PPA-CI. Oui. Et vous savez que la Côte d'Ivoire et le Gabon sont deux prunelles de la France-Afrique. Oui. Et si nous réussissons à débouter cette pieuvre France-africaine du Gabon et de la Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près sûrs que nous allons éradiquer ce monstre. Donc ça s'est très bien passé. À Yopougon, il y avait un monde immense. Le président Babo, à son habitude, était en terrain conquis, dans son fief. Ça s'est aussi très bien passé à Treichville, où j'ai été invité également. Et je veux enfin dire merci à deux personnalités qui ont pris soin de m'accorder une audience en privé. Je pense au ministre Moïse Lidakwasi, que je salue, et à Marie-Odette Lourougnon, qui est ma mère ivoirienne et que je salue également. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, je dois dire que ça a été un véritable succès grâce à un ami et frère
qui est également le secrétaire général adjoint de notre ONG panafricaine fédérative, l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Oui. L'ONS. Je pense, oui, l'ONS. Je pense à mon frère Aouma Adjaye. Et sans lui, je ne pense pas vraiment que cette mission à Abidjan se serait bien passée. Après Abidjan, je suis parti à Bamako. Oui. Et là, je dois vous dire que la mission de Bamako est montée d'un cran. Car là-bas, j'ai pu rencontrer des proches du président Assimi Goïta et ceux du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. J'ai été en présence des responsables du M5 RFP et également j'ai discuté avec l'honorable Ousmane Mohamed Aïdara, que je salue. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer un compagnon de lutte, tenez-vous bien, de Modibo Keïta, le premier président du Mali, en la personne de Djibril Diarra, qui vit toujours, qui a 90 ans et qui est le doyen député du CNT. Et je vais dire vraiment merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour que mon séjour à Bamako se passe très bien et que les objectifs de ma mission soient totalement atteints. Oui. Je vais dire merci à la charmante et époustouflante Anna Maïga. Oui. Toujours au four. Toujours au four. Oui. Voilà. Oui. Je vais dire merci à mon frère Doucet, à Kibodé. Sans lui, je ne pense pas que les choses se seraient bien passées. Je vais dire merci à David Akpo. Je vais dire merci à Mohamedou Koulibaly. Je vais dire merci à Ibrahima Diallo, Taïrou Ba et tous les autres que je ne peux malheureusement pas citer ici. La mission s'est très bien passée. Nous avons vendu le concept de la conférence de Bamako. J'espère que j'aurai l'occasion de dire quelques mots ici sur ce plateau. Et le gouvernement malien, par la voix du Premier ministre, c'est vrai de façon officieuse, nous a laissé entendre qu'ils allaient soutenir l'organisation de cette grande messe néo-panafricaniste qui aura lieu du 8, 9 et 10 juillet 2023. À Bamako. À Bamako. Et après donc ces différentes rencontres, je dois dire que j'ai eu le privilège d'être reçu par le ministre de la refondation, que je salue, son Excellence Ibrahim Ikassa Maïga. Et lui aussi m'a remis les deux documents importants de la transition, le rapport final des assises pour la refondation nationale et également le document stratégique que le gouvernement a conçu en rapport avec ces assises. Donc il m'a offert et j'étais très honoré et je dis merci. Je pourrais aussi m'inspirer de cela dans le cas où j'accède à la magistrature suprême au Gabon. En tout cas, je tiens vraiment à installer des liens forts entre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et bien entendu le Cameroun où je suis aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire de mon périple. Comme celui du Cameroun n'est pas encore terminé, je puis juste vous dire qu'à Yaoundé, cela s'est très bien passé. Et il fallait naturellement que je vienne à Douala, car Douala est quand même le centre névralgique et médiatique du panafricanisme. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas si je vais dire excellence, je ne sais pas trop. Ça va venir. Voilà, ça viendra certainement avec le temps. Alors, en quoi est-ce que va consister justement cette conférence de Bamako? C'est une très bonne question. Et pourquoi Bamako? C'est une deuxième très bonne question. Voilà. En 1884, fin de l'année 1884 et début de l'année 1885, que se passe-t-il, princesse Foot d'Indy? Il se passe qu'à Berlin, un chancelier allemand du nom de Otto von Bismarck décide, sans les Africains, de réunir les Européens. Qui sont les Asiatiques? Les Européens, ce sont les Asiatiques, les Occidentaux, la partie occidentale de l'Asie. Les Occidentaux sont les Européens. Donc il les réunit et il décide de se partager l'Afrique en petits morceaux. Chacun s'octroie la part qui lui revient. Voilà ce qu'ils ont fait, sans nous. C'est donc une logique qui s'est faite contre les intérêts des Africains, puisque nous n'étions pas là pour nous opposer, pour contester. Et cette logique, il faut le dire, malheureusement, perdure encore aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard. Puisque dans l'esprit de certains Africains,
ces frontières artificielles sont intangibles. Et je crois qu'il y a même un article qui le consacre dans les textes de l'Union africaine. Donc, nous avons accepté cette balkanisation. Or, tant que nous allons accepter de vivre dans un paradigme qui a été mis en place contre nos intérêts, nous ne pouvons pas redresser l'Afrique. C'est impossible. Il nous faut briser ce courant de la domination. Il nous faut briser ce courant de la balkanisation de l'Afrique. Et il faut proposer un autre courant dans lequel nous devons maintenant nous fondre. Nous proposons donc, justement, de casser ce paradigme. Nous proposons de mettre en place un nouveau référentiel. Et il nous faut le faire de façon symbolique et de manière à ce que l'on comprenne très bien que les Africains ont décidé d'apporter la réplique en mettant en place une conférence de Bamako, qui est une conférence antithétique de la conférence de Berlin. Jeune princesse, vous constaterez avec moi que Bamako et Berlin ont les mêmes initiales, n'est-ce pas? C'est B. C'est la seule chose qu'ils ont en commun. Pour le reste, à Bamako, les Africains vont se réunir sans les Occidentaux, sans eux. Et à Bamako, nous allons décider non plus de consacrer l'intangibilité des frontières, mais de réunifier l'Afrique qui a été balkanisée. C'est cela qui explique aujourd'hui cette grande messe néo-panafricaniste que nous voulons réaliser. Et nous voulons aussi montrer au monde entier que le président Assimi Goïta et son équipe, le Mali n'est pas seul dans un combat qui est celui de la libération et de la souveraineté du continent. Nous devons donc être à côté du Mali et pas ailleurs. Et quand toute l'Afrique va se retrouver à Bamako, c'est pour dire nous sommes d'accord avec le Mali. Nous sommes d'accord avec le combat qui est mené et nous voulons nous aussi récupérer ces éléments, prendre l'onction pour poursuivre le même combat sur nos terres respectives. Voilà, princesse. Merci beaucoup, Privat Ngoma, pour toutes ces explications. Je pense que dans le cadre peut-être d'autres programmes, tout à fait, on pourrait rentrer en profondeur de cette conférence de Bamako. Il faut bien rappeler que vous êtes citoyen d'un pays membre de la CEMAC et l'affaire avait été portée au niveau de la CEMAC, si nous nous fions au communiqué du gouvernement tchadien. Alors, vous, en tant que citoyen de la CEMAC, en tant que quelqu'un qui aspire à diriger un grand pays comme le Gabon, comment est-ce que vous abordez cette question? Écoutez, avec beaucoup d'intérêt, les différentes analyses qui ont été faites, tout aussi pertinentes les unes que les autres. Et cela suscite dans mon esprit deux observations que je vais maintenant vous livrer. La première, c'est que ce n'est pas une déclaration de guerre qu'il y a actuellement entre le Cameroun et le Tchad. C'est une brouille. C'est une brouille diplomatique sur la base d'un conflit d'intérêts économiques, notamment pétroliers. Et je ne doute pas un seul instant que l'expérience de la diplomatie camerounaise sous l'égide du président Paul Biya pourra apporter une solution idoine. D'autant que le gouvernement tchadien aujourd'hui est jeune et qu'il doit apprendre. Et donc il convient, je crois, à la diplomatie camerounaise de marquer le coup et de faire en sorte que cette brouille soit rapidement oubliée et que les Africains s'entendent dans la manière de gérer ensemble une manne pétrolière qui suffit aux deux peuples. Voilà pour la première observation. Pour la seconde, nous avons là étalé la logique de Berlin. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? C'est une matière première, c'est le pétrole. Et qu'est-ce qui a gouverné les Européens à venir sur notre terre si ce ne sont pas les ressources, notamment le pétrole? Vous avez là deux pays qui sont pourtant frères, aujourd'hui qui sont en grouille. Pourquoi? Parce qu'on a mis entre eux des frontières. Un, c'est le Tchad, et l'autre, c'est le Cameroun. Et donc, tant que nous serons dans cette logique, eh bien, nous aurons souvent ce genre de problèmes qui seront suscités par les puissances occidentales, qui tiennent toujours à considérer l'Afrique comme une plantation, une réserve de matières premières. Alors, imaginez un peu que nous soyons dans la logique de la conférence de Bamako.
opposant à la logique de Berlin, à la logique de Bamako. Dans la logique de Bamako, nous aurons les États-Unis de l'Afrique centrale. C'est ce qui est prévu dans le cadre de l'agenda panafricain 54-5-1. 54 pays africains actuellement devront évoluer à partir de 2030 en 5 pays fédéraux régionaux. Et en 2055, l'Afrique devrait avoir que 5 pays puissants fédéraux régionaux. On se donnerait 25 ans pour y arriver. Et ensuite, une autre génération prendra donc le flambeau pour aller en 2055 vers 2080 et avoir de 5 pays, un seul pays qui sera un État fédéral continental. Dans cette logique de Bamako, nous aurons à la place de la CEAC les États-Unis d'Afrique centrale. Le Gabon, le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Centrafrique, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et peut-être le Congo-Kinshasa seront dans un seul pays. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on est encore sur de Bourgogne? Elle disparaîtra naturellement. Pourquoi? Nous avons compris que cette terre-là nous appartient et nous pouvons ensemble la gérer le pétrole ensemble pour le bonheur des populations d'Afrique centrale. Voyez-vous? Donc, dans une logique de Berlin, oui, ces problèmes vont exister. Ici aujourd'hui au Tchad et au Cameroun, demain peut-être au Gabon et en Guinée équatoriale, sur la question par exemple de l'île Bagné. Voyez-vous? Mais si nous avons cette logique de Bamako, ces problèmes disparaissent. D'où l'importance pour nous d'envisager une Afrique fédérale où ces problèmes nés de la logique de Berlin disparaîtront. Alors vous me demandez, nous qui avons l'intention de prendre le pouvoir au Gabon, comment ferons-nous pour régler ce genre de problème? Mais je vais donner là une solution. L'intégration régionale, la fédéralisation des pays d'Afrique centrale, la mise en place des États-Unis d'Afrique centrale règle ces problèmes-là. Donc les Africains se donnent la main, parce qu'en plus de régler ces problèmes, mais ils vont devenir puissants. Vous imaginez tout le pétrole du golfe de Guinée entre les mains des Africains pour maintenant résister à la logique prédatrice des Occidentaux. Et nous ferons comme Poutine a fait. Vous voulez le pétrole, vous le payez au prix que nous imposons. Voilà, tout simplement. Voyez-vous? Donc moi je suis relativement confiant, mais c'était un long combat que nous avons commencé et nous pensons que les générations futures vont le terminer si elles sont persuadées. Dans l'immédiat, que pourrait faire le Cameroun, vu qu'il y a déjà ce communiqué qui expose le Cameroun, il faut bien le dire, le communiqué du Tchad, tous les citoyens camerounais et même tous les dirigeants aujourd'hui se sentent quand même exposés. Que pourrait faire le Cameroun pour arranger cette affaire? Écoutez, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais je crois avoir donné les grandes lignes. Tout à fait. J'ai dit qu'il fallait que la diplomatie camerounaise, plus expérimentée, prenne ce dossier en main sous l'égide du président Paul Biya, qui a quand même l'expérience, si on le compare à Mahamat. Donc c'est l'initiative camerounaise maintenant qu'on attend. D'accord. Vous, monsieur Privat Ngoma, vous qui êtes justement prédisposé à gouverner un État, et pourquoi pas finalement ce pays de l'Afrique de l'Afrique centrale, l'unité, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le projet à long terme de la conférence de Bamako. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pratiquement la même question qui a été posée tout à l'heure entre le Tchad et le Cameroun. Aujourd'hui, c'est le Soudan qui autrefois, voilà, s'est divisé parce qu'on a le Soudan du Nord et le Soudan aujourd'hui du Sud. Alors, tel que c'est parti, est-ce que l'on ne court pas vers une autre division du Soudan du Nord pour peut-être avoir un troisième Soudan? Première question. La deuxième question est celle de savoir, alors s'il vous était donné aujourd'hui, admettons que vous soyez peut-être à la place d'un belligérant soudanais aujourd'hui, ce serait quoi l'approche à adopter? Ce serait quoi? Est-ce qu'il faut absolument que l'on fasse profil bas, qu'il mette les querelles de côté pour le bien-être du peuple? Parce que généralement, quand ça va mal, c'est comme l'adage le dit, lorsque les éléphants dansent, c'est l'herbe qui souffre. Oui, la formule est très, très africaine, dans un esprit d'adage. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les gazelles qui périssent. Quand ils dansent, c'est l'herbe sous les pattes des éléphants qui est écrasée. Je vais répondre à vos deux questions
mais de façon ramassée, dans une réponse que je veux relativement élargie du point de vue de sa consistance. L'Afrique berlinoise, c'est ainsi que je l'appelle, c'est-à-dire l'Afrique qui n'appartient pas aux Africains et qui appartient aux Occidentaux. L'Afrique berlinoise, depuis qu'elle existe, est traversée par toutes sortes de courants de guerre intestine entre les Africains. Pourquoi? Et parce que nous sommes soumis à une logique que nous n'avons pas initiée, à une logique que d'autres ont pensée pour leurs intérêts. Et donc, un Africain, une Africaine avisée, qui veut comprendre, qui veut saisir la réalité des problèmes, doit absolument appréhender cette logique structurelle fondamentale qui est celle de la logique de Berlin. La logique de Berlin, c'est de dire que le continent africain, avec ses multiples ressources, doit appartenir à la logique, à la puissance prédatrice occidentale. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dès l'instant où vous avez saisi cette logique, les réalités circonstancielles qui se produisent dans l'histoire, en fait, ne sont qu'inhérentes à cette logique-là. En 1967, c'était le Biafra. Il fallait faire une sécession grave parce qu'on voulait accéder au pétrole. Après, ça a été au Katanga, Moïse tombé. Et puis après, ça a été au Kassai. Et aujourd'hui, on a le problème du Cameroun, Tchad et du Soudan. Vous voyez que les éléments circonstanciels sont peut-être différents, pays par pays, mais ils sont tous sous-tendus par une même logique. Les Africains doivent comprendre cela. Donc tout problème africain ne peut pas se régler tant qu'on n'a pas compris cette logique profonde, qui longtemps a été cachée, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de révéler, et nous présentons cela aux peuples africains pour qu'ils prennent conscience que la seule façon de sortir de cette situation de guerre permanente, c'est de comprendre cette logique et de mener la contre-attaque, de s'opposer, de contester, de combattre cette logique pédatrice. Alors, ce que je peux dire pour enfoncer le clou, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, nous avons le Soudan et le Cameroun, traversés par des querelles intestines qui sont suscitées par les puissances occidentales. Demain, ce sera d'autres pays, forcément. Si nous réalisons et nous mettons en œuvre la logique de Bamako, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous arrivons à stopper l'ancienne logique, n'est-ce pas? Cette logique de dislocation, cette logique de crise perpétuelle qui nous met en permanence en conflit les uns des autres, et cela fait l'affaire des Occidentaux, qui savent que diviser, ben, ils règnent en Afrique. Et régner pour en Afrique, c'est accéder à nos ressources. Donc, brisons, cassons cette logique. Et nous en avons les capacités. Nous en avons les capacités. Nous avons les capacités intellectuelles. Nous avons les matières premières. Nous avons une population jeune qui sera la plus importante du monde d'ici 2050. Et qui dit jeunesse dit forcément dynamisme. Donc, quand d'autres régions du monde connaissent des courbes démographiques décroissantes, l'Afrique monte en puissance. Donc, qu'est-ce qui nous manque en réalité? En plus de tous ces atouts, ce qui nous manque, c'est la vision, justement, d'intégration, la vision de fédération et des hommes politiques de qualité qui sont à la tête de ces États. C'est cela qui manque à l'Afrique aujourd'hui. Mais pourquoi ça manque? Parce que, justement, l'Afrique n'en a pas, naturellement, parce qu'ils sont purement et simplement éliminés, assassinés, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir par le bloc occidental. Les problèmes que je vois aujourd'hui et qui sont en relation avec la logique berlinoise ne peuvent pas être réglés par les Africains. J'en suis convaincu. Nous avons l'impression d'avoir éteint un feu ici quand un autre va s'ouvrir ailleurs. Et ce sera ainsi tant que nous serons gouvernés par la logique de Berlin. Nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de cap. C'est cela la solution.
parfait patient d'homme l'a parfaitement dit, hein, la solution est désormais dans l'unité africaine. Mais comment réaliser cela? Car une Afrique aujourd'hui se présente avec deux camps. Vous avez les héritiers africains de la logique de Berlin. Moi, je les appelle les États nationalistes. Ceux qui estiment que les 54 États qui existent doivent se muer d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, en États-nations. Un peu comme l'a été l'Europe. Et ces États nationalistes africains ont pour référence justement l'Europe. Faisons comme l'Europe. Il n'est plus nécessaire de réfléchir, d'inventer la roue. L'Europe a déjà tout pensé. Ce sont les bons élèves des Européens. Ce sont les héritiers du Congrès de Berlin. Ce sont ceux qui vont parachever en tant que nègres l'œuvre du blanc colonialiste. Ce sont nos adversaires intellectuels. Ils sont nos frères, mais ils sont nos adversaires intellectuels parce qu'ils sont gagnés à cette pensée. Ils sont persuadés que cette pensée est bien pour l'Europe et aussi bien pour nous. Et puis en face d'eux, vous avez des panafricanistes ou les non-panafricanistes qui considèrent que nous avons des logiques endogènes qui ont été enfuies pendant longtemps, pendant 600 ans, mais qui ont existé pendant des millénaires. Et ces logiques peuvent être à nouveau ressorties, mises en exergue sur la place, et on va dire qu'on peut à nouveau dépouiller de ces différentes réalités africaines anciennes les éléments qui ne sont plus, on va dire, en adéquation avec le contexte, mais on en garde la substance fondamentale qui a justifié d'ailleurs qu'on les mette en place. Donc, nous sommes aujourd'hui les néo-panafricanistes et nous affrontons nos frères africains qui sont les États nationalistes. Mais c'est un peu comme les nègres de maison ont affronté les nègres des champs. C'est un peu comme les assistants de la colonisation africains ont justement été ceux qui ont attaqué et qui ont réussi à mettre, on va dire, à néant, à réduire à néant les résistants de la colonisation. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre français, francophone, nous avons nos frères france-africains qui, parce qu'ils reçoivent des subsides, des miettes de l'Occident, miettes en milliards quand même, eh bien, sont prêts à sacrifier, à vendre leur pays. Je le vois au Gabon, un pays qui est excessivement riche, mais qui a une population affreusement appauvrie. Mais regardez les dirigeants, le train de vie qu'ils ont. Ça ne les dérange pas que notre pays si riche ne puisse pas héberger une population qui vit dans l'opulence. Ça ne les dérange pas, du moins qu'eux, ils ont quelques miettes. Donc nous devons affronter nos frères africains qui ont accepté d'être les héritiers de la logique berlinoise. Et nous pouvons réussir. Il nous suffit simplement d'avoir de plus en plus à la tête de nos États des souverainistes panafricanistes. Et j'espère qu'on va en parler. Ma candidature s'inscrit dans cette logique-là. La logique de mettre en place le paradigme de Bamako. C'est cela. Et Emmanuel Macron a été réélu en 2022, avril 2022. Le prochain pays, la zone francophone, qui va connaître des élections, c'est le Gabon. Mais il faut inaugurer le nouveau mandat d'Emmanuel Macron avec la prise du pouvoir des panafricanistes désormais. Il faut qu'on sorte cette critique que nous avons souvent faite. Oui, vous les panafricanistes, vous êtes dans les salons feutrés, vous discutez de Marcus Garvey, de William Dubois, de Padmore, de Kwame Nkrumah. C'est très bien. Vous êtes des mégaphones qui parlez avec beaucoup de rhétorique, mais concrètement, vous faites quoi? Bien, on fait quelque chose quand on a le pouvoir. Et maintenant, il est temps pour les panafricanistes de prendre le pouvoir. Et c'est possible. Car nous avons une masse critique d'Africains qui a pris conscience des enjeux. Nous avons des populations qui souffrent à cause de la logique berlinoise, qui n'en peuvent plus. Nous avons nous avons aujourd'hui, en réalité, les possibilités de mettre en œuvre ce qui n'a pas été possible en 1963. Nous avons la communication, qui joue un rôle fondamental à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, effectivement. Et nous avons la possibilité de lier des alliances stratégiques, comme nos prédécesseurs l'ont fait quand il a fallu se débarrasser des puissances coloniales du Portugal, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne. Et c'est la France qui a échappé, justement, avec son subterfuge de la communauté française de 1946 et dans la communauté française de 1958, le référendum, et ensuite le pseudo-indépendant de 1960. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité de changer les choses
en faisant monter au pouvoir des candidats souverainistes et panafricanistes. En 2023, il y a une élection présidentielle au Gabon. Je suis candidat. Et j'espère pouvoir gagner avec le soutien de mes frères panafricanistes. Donc cette élection n'est pas l'affaire seulement des Gabonais. Oui, les Gabonais iront voter. Mais elle est l'affaire des Africains parce que nous partons voter pour nous débarrasser du joug français qui sévit encore dans l'ensemble des pays francophones. Donc que toute l'Afrique alors se mobilise pour aider le Gabon. Quand le Gabon aura été sauvé, quand un candidat panafricaniste sera élu et va prêter serment et va diriger le Gabon, nous entrerons en 2024. Et là-bas, il y a une élection au Sénégal. Il faut que Ousmane Sonko soit élu. Toute l'Afrique francophone doit se mobiliser pour que Ousmane Sonko soit élu. Et la même année, il y aura des élections au Mali. Il faut que le président Assimi Goïta soit candidat. Oui, j'ai mon frère Bokoum Boubacar, que je salue et qui me suit, qui est un panafricaniste et qui a l'intention d'être candidat. Qu'il soit candidat, et il serait bien même qu'Afrique Média, de temps en temps, lui donne la parole. For You Media Africa. Ah, pardon, For You Media, excusez-moi. C'est vrai que les deux mots se ressemblent un peu, et donc je m'excuse. For You Media lui donne la parole. Et donc, il sera peut-être candidat, mais nous souhaitons surtout que Assimi Goïta finisse le job. Il doit finir le job qu'il a commencé. Il a personne aujourd'hui la plus qualifiée. Nous sommes en 2024. En 2025, nous aurons la Côte d'Ivoire qui est aux élections. La Guinée. Mais il faut que Laurent Gbagbo soit élu président, ou si ce n'est pas lui, un de ses héritiers les plus charismatiques. Et vous allez voir que chaque année, entre 2023 et 2030, nous aurons des élections présidentielles en zone francophone. Et si nous faisons monter 5, 6, 7 candidats souverainistes et panafricanistes, je peux vous garantir que chacun de ces candidats devenus président aura pour mission, 1, de mettre la base militaire française dehors. Lorsque dans son pays, il y a une base militaire française. D'accord. De mettre un terme au franc CFA. De récuser l'aide publique au développement. De revoir la question de la dette. Oui, nous allons payer la dette, mais on fait une audit. À quoi a-t-elle vraiment servi? Je suis pour une suspension de la francophonie pour pouvoir donner un peu de l'air à nos langues vernaculaires. Et enfin, il faut quand même que les médias français, RFI, France 24, TV5 Monde, arrêtent d'écumer les places africaines et laissent un peu les Africains respirer un air qui soit plus médiatiquement africain. Voilà ce que ces différents présidents pourront faire. Et dans ce cas, nous aurons une Afrique qui sera libérée, qui aura éradiqué la France-Afrique. Si cela est possible, mais nous mettons ensuite en place la logique de Bamako. Voyez-vous? Donc ce n'est pas une simple vue d'esprit. Nous avons vu qu'en 2080, il nous faut avoir un État fédéral continental. Nous avons vu qu'à mi-chemin, en 2055, il nous faut avoir les 5 États fédéraux régionaux d'Afrique. Et nous disons qu'entre 2023 maintenant et 2030, si l'Afrique se mobilise, il est possible de faire monter au pouvoir des hommes politiques de nouvelle génération, d'une nouvelle race, qui seront capables, dès qu'ils arrivent aux affaires, d'appliquer justement ce programme qui éradique définitivement la France-Afrique. On est donc libre, et un homme libre est souverain. Et s'il est souverain, il met en place une vision qui est partagée en commun. Voilà ce qui m'inspire vraiment la situation du Soudan, après celle du Cameroun. Merci beaucoup, Privat Ngomon. Dernier mot, Privat Ngomon, vous avez, disons, 2 minutes. Il y a toute l'Afrique qui vous regarde en ce moment à travers For You Media Africa. Un mot, que pouvez-vous dire à ces Africains qui vous suivent, même au-delà de nos deux thématiques? Oui, les Africains ont... Cette caméra, elle est à vous. Voilà, très bien. Je suis en train de m'exprimer devant les Africains en leur disant que nous proposons, quand je dis nous, c'est l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté dont je suis le premier président. Nous proposons aujourd'hui aux Africains la conférence de Bamako qui se tiendra du 8, 9 et 10 juillet 2023. Je leur demande donc de suivre beaucoup d'attention à l'organisation de cette manifestation et ceux qui pourront y prendre part, d'y venir. Mon dernier mot ira quand même au peuple gabonais dont je vais solliciter le suffrage en août prochain. Le Gabon est un paradoxe ahurissant, où un pays qui est réputé scandale géologique, avec une myriade de richesses, abrite malheureusement
une population affreusement appauvrie. Et une petite population qui, je crois, peut faire un quartier de Douala où je suis actuellement. Il s'agit pour nous de lever ce paradoxe. Et il est possible de le faire en 2023. Mais pour le lever, il faut plus s'attaquer aux conséquences. Car la cause demeure. Nous disions que les éléments circonstanciels que nous voyons, les feux qui s'allument ici et là, sont en réalité les symptômes d'une cause profonde. Et en Afrique, la cause profonde, c'est le pacte de Berlin, la conférence de Berlin. Au Gabon, ce sont les accords de coopération qui ont été signés par le président Léon Mba en 1960. Ce ne sont même pas des accords de coopération. C'était un diktat néocolonial qui fait du Gabon une néocolonie. Donc si nous voulons que notre pays, qui a été une colonie française, qui est actuellement une néocolonie française, devienne un État souverain, il faut voter pour un candidat souverain, souverainiste. Il faut voter pour le candidat Priba Ngoma, qui entend prendre le pouvoir, pas seulement avec les Gabonais qui ont voté, mais avec tous les Africains d'espace francophone, néo-panafricanistes, qui ont compris que l'union fait la force. Et c'est avec cette union qui fait la force que nous irons vers l'unité africaine dans les 50 prochaines années. Ce projet est possible. Nous avons les capacités de le réaliser. Il faut juste y croire. Merci vraiment à Forum Média. Merci à mon frère Bachir Aladan. Merci à la princesse et charmante Dendi Foot pour... Naturellement, je n'oublie pas les copanélistes, mon petit frère Jonathan Batenguiné et mon grand frère Parfum Passion d'Homme pour cette émission. Et le général Issa Diawara, naturellement, le cadreur présidentiel qui a fait un travail de qualité. Bien sûr, à l'arrière, on avait Adrien Ngoué aux côtés de Ntoka Marius. Alors, Lydie, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé de l'unité. Et alors, toi et moi, on est unis sur les plateaux. Pourquoi pas pour accompagner cette grande Afrique? Why not? Allez, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous certainement samedi prochain avec d'autres thématiques aussi alléchantes, des thématiques qui visent à unir l'Afrique plus que jamais. Bonsoir.